Rapprochez-vous, oui. Pas à cause du contre-jour. On y va, 3, 2, 1. C'est parti. 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue en tout cas au bar de l'économie. C'est une émission spéciale aujourd'hui, spéciale reconversion professionnelle, mais aussi création d'entreprise alors qu'on est encore étudiant. Et puis on va parler aussi de bornes électriques, de végétalisation d'espace, de sens et de confiance. Et pour cela, j'accueille tout de suite Xavier Daré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes franchisé Cuisine Raison. Alors non, ce n'est pas des bons petits plats, mais vous êtes cuisiniste en fait, et vous allez nous expliquer pourquoi. Marc-Antoine Gélibert, bonjour. Bonjour. Vous avez pris la franchise bras droit des dirigeants en 2018 et vous faites en fait du conseil commercial. Vous êtes directeur commercial, comme on dit, à temps partagé. Et puis à nos côtés, deux startups aujourd'hui, celle de Maxime Landini. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous avez fondé la société Garden Event en parallèle de vos études, et on saura pourquoi, comment et depuis quand tout à l'heure. Et puis, une autre start-up avec nous, c'est Gaëlle Mettet. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé Zephyr en 2017, et avec vous, on va parler de bornes électriques. Et pour cela, aujourd'hui, eh bien, celui qui accompagne les start-up, eh bien, c'est Patrice Selos. Bonjour. Oui, bonjour Florence. Vous présidez PM Initiative et justement, vous avez accompagné à la fois dans l'idée et peut-être dans le financement, on le saura tout à l'heure, la start-up de Maxime Landini. Et enfin, à nos côtés, eh bien, Patrick Brousse. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes senior advisor chez Ernst & Young et puis aussi chez Bignon de Kaiser, deux sociétés de conseil en stratégie et en organisation. Alors, avec vous, on va parler aujourd'hui de sens et de confiance. Je dis aujourd'hui parce que vous étiez avec nous en mai dernier. En mai, nous parlions de soft skills. Mais avant de vous passer la parole, eh bien, je vais proposer à Bruno Vigoureux, qui vient d'arriver dans nos studios, de faire le débrief du sport, le débrief du week-end. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Franchement, il a d'allure. Je dirais même qu'il a une belle gueule, et même une belle gueule de champion. Ça tombe bien remarqué, parce que le Stade Toulousain a remporté samedi au Stade de France son 20e titre de champion de France au terme d'une saison totalement maîtrisée de bout en bout. Le Stade Toulousain a été impérial, même s'il s'est peut-être montré un peu hésitant en tout début de saison. Mais une fois les réglages effectués, la machine toulousaine s'est mise en route et elle s'est montrée intraitable, affichant même une série de 14 matchs sans défaite pour terminer premier de la saison régulière. Ces rouges et noirs ont été éblouissants. Samedi, ils n'ont sûrement pas réalisé leur meilleur match de la saison, mais ils ont su dominer leur sujet. Pourtant, l'adversaire en face, c'était du lourd avec Clermont, deuxième de la saison régulière. En 28 matchs de championnat, Clermont aura marqué au moins un essai à chaque rencontre, sauf samedi. Les Clermontois se sont inclinés 24-18. Comme les autres, ils n'ont rien pu faire devant l'habileté adverse. Jeu de main, jeu de Toulousain, a-t-on pour habitude de dire. C'était vrai samedi avec deux essais bien construits, mais Toulouse a su aussi bâtir sa victoire grâce à une défense intraitable et revient tout en haut de l'affiche pour la première fois depuis 2012. Voilà, le rideau est tombé sur le top 14 2018-2019. Et si Toulouse est une belle mécanique, en course d'endurance, les Toyota ne sont pas mal non plus dans le genre. Ce week-end avait lieu la plus grande course du monde avec les 24 heures du Mans. C'était en fait les 24 heures de Toyota. La marque japonaise, un peu comme Toulouse, a dominé du premier au dernier tour cette épreuve et signé un prestigieux doublé avec l'équipage Alonso Nakajima Buemi, déjà vainqueur l'an dernier, qui a devancé l'autre Toyota de Conway, Kobayashi et Lopez, qui a pourtant été en tête pendant 23 heures, mais qui a dû s'incliner suite à une crevaison à 1 heure de l'arrivée. Le Mans sait parfois être impitoyable. L'épreuve du Dauphiné libéré aussi a été impitoyable. Cette course par étapes qui sert de répétition avant le départ du Tour de France, qui sera donné le 6 juillet de Bruxelles, a été touchée par les terribles orages qui se sont abattus dans les pays de Savoie. Samedi, les coureurs ont donc dû faire face à des conditions météo épouvantables pour arriver au 7 lots. Dans cette épreuve remportée hier par le Danois Jacob Fuglsang, déjà
vainqueurs en 2017, les Français Romain Bardet et Thibaut Pinot ont démontré qu'ils pouvaient jouer un rôle intéressant lors de la grande boucle. Et pour terminer, on va s'intéresser à celle qui affole tous les compteurs en termes d'audimat. Je veux bien sûr parler de l'équipe de France féminine de football, qui lors de ses 2 premiers matchs de poule a rassemblé à chaque fois plus de 10 millions de téléspectateurs. C'est pas beau ça? Et ce soir, à Rennes, ce devrait être à peu près la même chose contre le Nigeria, même si les filles de Corinne Diacre, la sélectionneuse, sont déjà qualifiées pour les 8e de finale qui débuteront samedi. La folie bleue est loin d'être terminée. Voilà Florence, vous savez tout ou presque. Au revoir et à lundi prochain. Merci beaucoup Bruno, effectivement, à lundi prochain. Et d'ici là, très bon sport. Merci bien, vous aussi. Donc, on continue nos infos du jour aujourd'hui avec vous, Patrick Brousse, car vous êtes consultant chez Ernst & Young et chez Bignon de Kayser. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de confiance et de sens, à l'heure où d'ailleurs les lycéens passent leur bac, notamment, et puis où justement Facebook annonce la création de sa monnaie, de sa crypto-monnaie. Et puis aujourd'hui, au niveau de nos thèmes, on va parler de reconversion, notamment de professionnels et de start-upers. Alors je pense que justement nos 2 sujets du jour font sens, le sens et la confiance. Oui, très bien Florence, exactement. Et je pense que vos invités illustreront bien ce sujet qui est lié au sens dans l'entreprise et à la confiance. Commençons par le premier. Le sens, c'est un sujet qui dans la société et dans les entreprises, c'est pas nouveau, mais il y a une émergence depuis quelques années et qui est à la fois acté par des grands groupes. On peut citer par exemple le groupe Danone avec son président emblématique Emmanuel Faber qui a commencé une conférence récemment en disant il faut donner du sens à la croissance et qui donne à son entreprise l'idée qu'il faut changer les habitudes alimentaires et sauver la planète. Le sens est une question qui vient dans les entreprises parce que les employés, ils n'ont pas seulement besoin de savoir ce qu'ils font et comment ils le font, mais pourquoi ils le font. Et très souvent, et je pense que nos invités doivent illustrer ça, mais ils en parleront mieux que moi, certains décident de quitter l'entreprise parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur travail et du coup, ils se reconvertissent. Ils créent une entreprise où ils ont trouvé le sens à leur action. Maxime, par exemple, il va nous parler, c'est un jeune qui a décidé d'améliorer le cadre de vie des citoyens et des collaborateurs dans leur entreprise. Donc tout ceci, ça donne une démarche où les personnes de l'entreprise se disent « je veux trouver du sens, je veux trouver une certaine indépendance, une certaine autonomie ». Et donc les grandes entreprises et même les PME savent que s'ils veulent embaucher les jeunes, ils ont besoin d'avoir un discours sur le sens. Pourquoi cette entreprise existe? Quelle responsabilité elle a? Et le législateur a accompagné ceci puisque vous savez que dans la loi Pacte, on a introduit la question de raison d'être, donc c'est une question de sens qui va venir à côté de l'objet social de l'entreprise. Donc tout ceci très intéressant. Et je parlais des juniors, mais dans un deuxième domaine qui est pour retenir les collaborateurs dans l'entreprise, eh bien le management, les dirigeants, ils doivent donner du sens. Et ainsi, on arrive à garder les gens dans l'entreprise parce qu'ils savent pourquoi ils sont là, à quoi sert leur entreprise, quelle est la responsabilité sociétale. Donc c'est un levier extrêmement important pour à la fois recruter et garder ses collaborateurs. Mais c'est aussi donc toute une nouvelle méthode de management qui n'existait pas d'une certaine manière. Disons que c'est une nouvelle orientation. C'est une question qui était, il y a 20 ans ou 30 ans, quand je suis rentré dans la vie d'entreprise, on ne se posait pas trop la question du sens. On cherchait un job, on trouvait un job pour nourrir sa famille, etc. Mais on n'allait pas beaucoup plus loin. Dans l'évolution du monde actuel, qui notamment caractérisée par une grande accélération, des bouleversements, des structures qui sont moins stable, eh bien, il y a toutes ces interrogations qui viennent et donc elle est arrivée dans l'entreprise. Le deuxième sujet qui est la confiance est également, là aussi c'est pas nouveau, mais c'est le fait que depuis 20 ans ou 30 ans, on construit des entreprises en mettant des systèmes et des process, jusqu'au moment où on pense qu'on peut animer une entreprise uniquement avec des processus et des systèmes. Eh bien non, à un moment ou à un autre, la confiance est plus forte que ça. Et dans l'histoire du monde, il y a énormément d'exemples d'entreprises, d'actions qui avaient peu de process, peu de moyens, mais une confiance extrêmement liée des collaborateurs ou des personnes qui voulaient faire ça, ils ont réussi des choses extraordinaires. Et donc la confiance peut largement remplacer
peu de process et peu de système. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser tout ceci, mais qu'il faut mettre la confiance en avant. Et ce regard qu'on a en donnant confiance aux autres, ça veut dire qu'on a un regard bienveillant, on accueille un collaborateur sans jugement, on lui donne de l'autonomie, on lui donne de la motivation et du coup il va être engagé. Et je suis sûr que dans les entreprises que nos amis autour de la table dirigent, c'est quelque chose qu'ils ont certainement mis en avant parce qu'ils savent que c'est ça qui donne la dynamique de ces nouvelles entreprises. Et puis donc la confiance, mais à tous les niveaux, parce qu'il y a aussi la confiance dans la fabrication des produits, il n'y a pas que la confiance dans le management et dans l'idée en fait, hein, c'est aussi la confiance d'un bout à l'autre de la chaîne. Absolument, et une façon d'exprimer ça, c'est de dire que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et donc, vous avez le dirigeant qui doit donner cette impulsion, et ensuite, à l'intérieur de l'entreprise, à chaque niveau, on doit, le chef de service, le chef de bureau, le chef de division, véhicule et incarne cette confiance qu'il y a dans les collaborateurs. Et ainsi, vous soudez les collaborateurs autour d'eux dans une atmosphère où ils se sentent à l'aise, ils se sentent reconnus, ils ne se sentent pas en risque. Et du coup, comme il y a ce sentiment de confiance, ils osent prendre la parole. Et donc, ils osent s'exprimer, ils donnent donner leurs idées. Et si le dirigeant est à l'écoute, eh bien, il prend ses idées et ça nourrit l'ensemble de la dynamique de l'entreprise. Donc, c'est une approche dans laquelle on veut faire venir les idées, l'innovation par les collaborateurs à partir du moment où on les a mis dans un environnement de confiance. Et ils ne vont pas avoir peur de s'exprimer, de se tromper, de faire des erreurs. Et ainsi, la dynamique de l'entreprise est complètement changée par rapport à une dynamique où on n'est que dans le contrôle. Et bien donc, quand on est dans le contrôle, chacun reste sur sa partie, on ne sait pas très bien ce que fait l'autre, on fait juste ce qu'on fait, on passe à l'autre. Et là, la dynamique de l'entreprise est très différente. Merci beaucoup Patrick Brousse pour cette information sur le sens et la confiance. On va demander d'ailleurs à nos invités aujourd'hui ce qu'ils en pensent, mais je vous propose tout d'abord de faire notre première pause musicale. Voilà, ceux qui veulent sortir, vous pouvez. Rappelez-moi, c'est prénom Patrick. Je suis désolée du retard. C'est pas grave. Écoutez du GPS, il avait raison. Non, je reste debout. Oui, moi je reste debout. J'ai travaillé 11 ans dans la grande distribution chez Leclerc. J'ai travaillé 11 ans dans la distribution chez Leclerc. Dans la grande distribution, vous parlez de confiance. Moi, au bout de 11 ans, j'avais marre, j'avais plus du tout la confiance. Parce qu'on parlait plus de produits, on parlait que de prix, de remise, d'argent, de liste de contrôle, de check de box, etc. Et ça sature tout le monde. Je suis cherché un verre. Et voilà. C'est vrai que les grandes entreprises essaient de remettre de l'humain là-dedans, mais avec... c'est un peu comme le greenwashing, hein. Des fois c'est un petit peu pour... Mais ils ont budget comme... C'est sûr, mais à la fois ils n'ont pas le choix s'ils veulent recruter les jeunes. Quoi. Donc ça va quand même créer un effet... ça crée un effet positif parce qu'au début ils le font parce qu'ils disent c'est du greenwashing, mais à la fin ils n'ont plus le choix. Quoi. Et certains le font avec de vrais... un vrai état d'esprit. Je suis d'accord, il y en a qui se disent il faut que je le fasse parce que sinon je suis mort. Moi j'aime bien voir le parallèle qu'effectivement les très grosses entreprises, donc des programmes, mais c'est aux petites sociétés qui sont beaucoup plus sincères dans cette démarche-là. Il y a un peu plus de paternalisme, de management et tout ça, qui peut faire monter un petit peu ça. On y retourne ? Que ce soit un objectif. Mais comme pour la politique, il y a des choses qu'on doit faire nous-mêmes au niveau associatif et local, qui ne sont jamais faites par. On y retourne ? Elle va revenir la dame. Oui, mais ça fait rien. Ils sont deux, c'est pas grave. C'est bon. C'est pour ça que j'ai créé ma société. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai créé ma société. Voilà. Ah, donc vous pouvez tous commenter en fait. Vous allez pouvoir commenter. Vous Vous pouvez plus, et donc... Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Patrick Brousse, Senior Advisor chez Ernst & Young et Bignon de Keyser, de Corinne Jiquel, professionnelle dans la reconversion qui accompagne d'ailleurs ceux qui veulent se reconvertir, Xavier Daré, franchisé Cuisine Raison, Marc-Antoine Gélibert qui a pris la franchise bras droit des dirigeants, et puis de deux startups, Maxime Landini pour Garden Event, et puis Gaël Mettet pour Zephyr.
accueillir. Alors, on parlait juste avant cette petite pause musicale où vous avez pu entendre Marilyn Monroe, on parlait de sens et de confiance. Je pense que nos entreprises du jour sont tout à fait dans ce domaine. On va peut-être poser la question sur ce thème à peut-être Marc-Antoine Gélibert pour démarrer. Oui, bonjour, merci. Non, Patrick avait tout à fait... dans l'air du temps, par mon sens et de confiance, et moi je me retrouve complètement là-dedans, dans mon activité, auprès des PME et des petites entreprises, que j'essaye de défendre et de développer en tant que directeur commercial externalisé. Alors pourquoi le sens? Parce que moi le sens à titre personnel, c'est de justement apporter la valeur ajoutée pour que ces entreprises qui sont en France, produisent en France, emploient en France, payent leurs impôts en France, se développent. Et c'est une grande satisfaction pour moi quand ces entreprises embauchent, et ça m'arrive évidemment de recruter des commerciaux pour le coup, mais aussi développent leur chiffre d'affaires et leur business. Et puis la confiance elle est au quotidien, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire quand on fait ce métier. C'est la proximité qu'on peut avoir avec le dirigeant, dont on est le bras droit, c'est le nom de notre enseigne, qu'on va véritablement accompagner sur du long terme, dans une relation de confiance, qui n'a rien à voir avec des relations de hiérarchie que j'ai pu, à titre personnel, connaître pendant plus de 15 ans dans des grandes sociétés. Alors justement, Marc-Antoine Gélibert, première question à titre personnel, vous parlez de sens et de confiance. Pourquoi vous avez pris cette franchise bras des dirigeants? Pourquoi vous êtes reconverti, on va dire, alors que vous étiez dans un grand groupe auparavant? Alors, la reconversion, elle est en deux volets. La première, c'est se mettre à son compte, développer son entreprise. Pourquoi? Bien évidemment, c'est pour des raisons que j'évoquais auparavant. C'est cette volonté de travailler au plus près des entreprises qui font le tissu économique de ma région. C'est plus de temps aussi, à titre personnel, il ne faut pas se le cacher. Moi, j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai envie de passer du temps avec eux. Voilà. Et c'est souvent le cas de mes clients, d'ailleurs. Mais vous trouvez qu'on a plus de temps quand on est donc à son propre compte que quand on est salarié? Définitivement, parce qu'on gère totalement son temps. C'est justement la gestion de son temps qui est notre responsabilité. C'est notre organisation. Quand vous êtes dans une grande société, vous êtes désorganisé par la désorganisation des autres. Vous ne maîtrisez pas tout. D'ailleurs, le stress, c'est avant tout un problème de maîtrise des choses. Le stress, c'est les autres. C'est les événements extérieurs, pas forcément les autres, qui vont polluer votre organisation. Donc quand vous avez votre propre organisation, forcément, vous êtes beaucoup plus libre. Vous avez plus de temps. Mais mes clients, qui sont tous dirigeants d'entreprises, de PME ou de start-up, sont très engagés dans leur activité, mais ont aussi envie de se libérer du temps. Et du temps notamment de charge mentale, et se reposent sur moi sur toute l'activité commerciale et marketing. Alors, bras droit des dirigeants, c'est plusieurs aides. Ça peut être au niveau commercial, au niveau ressources humaines ou au niveau gestion générale. Vous, c'est plutôt le côté commercial, c'est bien ça? Tout à fait, direction commerciale. Oui, bras droit des dirigeants, et on en vient effectivement à pourquoi choisir une franchise. C'est avant tout plus de 70 agences dans toute la France, donc c'est un réseau important de collègues, que moi je considère comme collègues en tout cas, mais en tout cas de camarades dans cette aventure. Certaines agences vont jusqu'à 15 personnes, je pense à celle de Strasbourg, donc on n'est pas forcément seul dans son agence, le but est de la développer, bien évidemment. Effectivement, que ce soit des directeurs des ressources humaines externalisés, directeurs commerciaux ou directeurs généraux, ce sont des services qu'on apporte aux entreprises, mais qui sont tous faits par des personnes qui l'ont fait souvent dans le cadre du salariat pendant de nombreuses années, entre 15 et 25 ans, et qui apportent leur expérience aux petites entreprises. Alors, vous avez décidé l'année dernière de prendre une franchise. Avant, vous étiez à votre propre compte. Pourquoi cette prise de franchise? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelles sont les royalties en fait qu'on paye chaque année à cette marque, on va dire? Et qu'est-ce que ça vous apporte en contrepartie? Alors moi, je suis arrivé parce que ça m'a élargi les horizons. Vous savez, on est souvent, en France en particulier, conditionné à son secteur d'activité. Donc même quand vous vous mettez à votre compte, on va regarder votre CV, on va dire, voilà, vous avez travaillé pour tel groupe, telle industrie. Donc moi, je ne fais pas votre métier, vous ne faites pas votre métier, vous ne pouvez rien apporter. La méthode pour avoir un dirigeant, elle a plus de 10 ans, et elle évolue chaque année. Et elle permet justement de pouvoir appliquer des méthodes de développement commercial à n'importe quel type d'activité. Et c'est ça tout l'intérêt de la franchise. Quand moi j'ai des clients par exemple dans la rénovation de bureaux, j'ai des clients dans la logistique urbaine, qui ne sont pas du tout mes cœurs de métier, ces expertises-là, je les laisse aux dirigeants, j'ai la mienne,
Mais rien ne m'empêche de passer un petit coup de fil à mes camarades pour leur dire, est-ce que tu as déjà travaillé avec ce type d'entreprise? Donne-moi quelques trucs pour qu'on aille plus vite. Voilà. Donc, pour vous répondre sur l'accompagnement, c'est effectivement voilà, cet esprit de club et de convivialité et de bienveillance, encore un mot que Patrick a cité tout à l'heure, c'est important la bienveillance. Et puis, c'est des outils, un CRM, des outils marketing, une communication, une marque, enfin tout ce que peut apporter une franchise. Combien ça coûte? Pour vous répondre. Ça coûte 9% de notre chiffre d'affaires mensuel, qui tombe à 7% au-delà des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis un droit d'entrée qui est variable entre 20 000 et 30 000 euros, avec évidemment qui comporte tout un plan de lancement de l'agence et de formation. Alors avant de vous décider à prendre cette franchise-là, vous êtes fait accompagner par Corinne Giquel, j'imagine, puisqu'elle est avec nous, elle vous accompagne aujourd'hui. Ou est-ce que vous êtes allé au salon de la franchise? Comment vous avez fait pour choisir votre propre franchise? Eh bien, de façon totalement ésotérique. Voilà. Je suis allé sur Internet, j'ai vu cette marque Bras droit des dirigeants qui a résonné en moi. Je me suis dit, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et moi, je le fais seul et j'ai plus envie de le faire seul. Je vais les appeler. Voilà. Donc, c'est tout simple. Après, effectivement, c'est des histoires de rencontres, d'accompagnement, des histoires de négociation, de contrat, est-ce qu'on se pose des vraies questions. Effectivement, il y a un plan de financement, hein, vous trouvez l'argent. Pour ma part, j'avais déjà cet argent en trésorerie, parce que mon activité fonctionnait. Donc, voilà. Oui, donc c'était beaucoup de questions à poser et finalement de rencontrer Corinne Giquel, ça vous a permis de tout poser sur papier pour voir la finalité et de passer ce pas, enfin de franchir ce pas. Mais Corinne a un créneau qui est très intéressant parce que la franchise effectivement est quelque chose de vaste hein, et de complexe et apporter un éclaircissement dans des fois le brouillard qu'est la franchise. Parce que le salon de la franchise reste un salon de promotion des franchisés. Hein, donc il faut pouvoir effectivement regarder les choses de façon plus analytique et avec un œil expérimenté. Alors, on va demander à Corinne Giquel comment vous êtes rencontrés tous les deux. Alors, on s'est rencontrés à l'occasion d'un colloque qui était destiné à des porteurs de projets sur la création en franchise. Et si je peux me permettre, est-ce que c'est le moment ou pas? J'aimerais bien qu'on recadre ce que c'est que la franchise. Donc la franchise, c'est un mode de création simplifié qui permet à un futur chef d'entreprise, du moins une personne qui a envie, après une période de salariat souvent d'entreprendre, de s'appuyer sur une marque, un savoir-faire, des méthodes, toute une organisation qui va lui permettre au local de développer plus vite, d'être plus vite opérationnel par rapport à une future activité. Donc il va s'appuyer sur une marque qui a été développée par un franchiseur. Pour rebondir sur la bienveillance et ce qui s'est dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est vrai, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent en deuxième partie de carrière de changer de vie, de donner du sens, être en quête de sens, en quête de soi. Beaucoup de femmes, c'est pour ça que j'ai créé aussi cette plateforme de conversion franchise.com. Et l'idée c'est vraiment d'ouvrir et de susciter des vocations, de faire découvrir la franchise comme une solution clé en main qui permet de s'appuyer sur quelque chose d'existant et une méthode et surtout un modèle économique qui est rodé. Et le cas qu'on vient d'évoquer avec Bras droit des dirigeants, c'est vrai, c'est en fin de compte, il était indépendant, mais pourtant il a eu envie de se rapprocher d'un réseau pour aller plus vite, pour ne pas être seul, parce qu'il ne faut pas oublier, être franchisé, c'est quand même être entrepreneur, indépendant, mais avec un plus. Voilà. Ouais, ça donne peut-être plus confiance, comme disait Patrick Brousse en introduction. Ça donne peut-être aussi plus confiance aux clients quand on voit une marque peut-être apparaître plus qu'un cabinet complètement indépendant qui démarre de zéro. Ça rassure parce que quand vous vous appuyez sur un réseau qui soit dans l'univers technique de distribution destiné aux particuliers ou aux entreprises et que vous soyez à Lyon, à Marseille ou à Paris, une entreprise ou un indépendant sera rassuré pour acheter le service, ça c'est sûr. Alors Patrice Selos, vous avez sans doute un avis différent puisque vous accompagnez des start-upers qui, eux, ne prennent pas de franchise. On en verra un exemple tout à l'heure. Oui, peut-être que mon activité est un peu différente. Par contre, l'activité justement de bras droit du dirigeant est particulièrement intéressante parce que, en tant que tel,
Parce que les startups, figurez-vous, ont des besoins très ponctuels dans un laps de temps relativement court, donc pas du tout sur la durée la plus longue, et ont besoin d'expertise. C'est peut-être effectivement donc, je dirais, un pont qui pourrait être fait entre vous et moi concernant justement l'accompagnement des startups. Justement, on va demander à Marc-Antoine Gélibert quelques exemples dans ses clients, puisque je crois que vous avez accompagné quelques startups. Donnez-nous un exemple de réussite avec les délais et comment ça se passe. Alors avant d'avoir des dirigeants, j'ai notamment accompagné pendant 2 ans une entreprise qui fabrique des formats publicitaires pour la publicité programmatique. Allez, c'est un petit peu un jargon, mais entre guillemets, quelqu'un qui fait de la publicité. J'ai augmenté son chiffre d'affaires de 80% uniquement en lui ouvrant le marché asiatique, tout simplement, qui est très fan de format vidéo, et c'est ce qu'il faisait. Après, je vais avoir une auto-école en ligne, pour ne pas citer la marque, que j'ai rencontrée il y a quelques années également, qui aujourd'hui est leader sur son marché avec près de 250 salariés, donc c'est une très belle réussite, véritable start-up, et à la base 2 fondateurs qui avaient déjà une très bonne idée et un plan de marche évidemment plutôt bien calé, mais que j'ai pu orienter sur certains sujets. Après, je vais avoir des sociétés plus traditionnelles, mais c'est vrai que la start-up, là en ce moment, je travaille avec une fintech, donc on est sur la société d'une start-up dans la finance, qui va essayer de révolutionner le cashback. Il y a une directive qui vient d'être posée en février de cette année, notamment initiée par Bruno Le Maire. Et là, on est plutôt dans la recherche de fonds et plutôt dans la période early stage, comme on dit. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Marc-Antoine Gélibert. Donc, on a bien compris que vous, votre spécialité, c'était le côté commercial, le côté développement, finalement, et que, en fait, vous pouvez même accompagner à l'international. Ça, c'est intéressant, parce que beaucoup d'entreprises françaises hésitent, ne veulent pas y aller. Moi, j'en ai même eu ici, à ce micro, qui sont très bien, qui font des très beaux outils industriels. Et parce que le dirigeant ne parle pas anglais, ils n'ont pas envie ils ont peur. Ils ont peur de s'exporter. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un petit peu de travail. Alors, autre cas dans la franchise, c'est avec vous, Xavier Daré. Alors, vous aussi, sens et confiance, c'est important pour vous. Alors, vous êtes franchisé, vous avez pris la franchise Cuisine Raison. Pourquoi ? Exactement, il y a une dizaine d'années. Écoute, j'étais buraliste dans un autre temps, donc mon prédécesseur disait qu'il voulait avoir du temps pour lui. Moi, c'est exactement la même chose. Je me levais le matin à 5h du matin, j'étais à 6h moins quart dans la boutique, j'étais à 20h le soir, 6 jours, voire 6 jours. Est-ce que vous faisiez les journaux aussi ? Exactement. Ah oui, donc c'est du temps. Et je voulais arrêter cette activité parce que je n'avais pas de temps pour moi, je ne pouvais pas gérer parce que j'étais tributaire des heures de la boutique. Donc, tout ce qui était décoration m'intéressait, et donc j'ai trouvé la franchise Cuisine Raison grâce à Internet. Pareil, je suis allé sur Google, j'ai fait franchise cuisine, et je suis tombé sur Cuisine Raison, on était les seuls. Parce que c'est une jeune franchise, elle a... Une franchise qui a 20 ans. Voilà. Je suis rentré il y a 10 ans, nous étions 22, aujourd'hui nous sommes une centaine, avec 2 masters franchises qui développent à l'étranger, en Belgique et en Angleterre. Qu'est-ce que vous appelez des masters franchises ? Il y a des antennes qui se montent et qui reversent des royalties auprès de la franchise rennaise, sur la Belgique et sur l'Angleterre. D'accord, on posera la question tout à l'heure à Corinne Jiquel sur qu'est-ce que ce type de franchise. Alors donc, vous avez choisi de faire... vous êtes cuisiniste à domicile, finalement. Vous êtes notre architecte d'intérieur spécifique pour la cuisine. Exactement. En fait, on vous appelle et vous venez chez nous et vous nous faites plusieurs propositions, c'est ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a 2 façons de travailler. Soit on prend ses codes soi-même, on va dans un magasin de cuisine, et une fois que vous avez signé, on vous envoie éventuellement un maîtreur pour vérifier les contraintes techniques. Mais comme vous avez signé en magasin, les gens ne peuvent pas désister, il faut le savoir. Et puis, donc on ne peut pas se désister quand on a signé chez un cuisiniste. Dans un magasin, quel qu'il soit, vous déplacez dans une boutique et vous ne pouvez pas vous désister après au bon vouloir du commerce. On n'a pas les 7 jours de rétractation, les 14 jours comme on pense. On n'a pas ni 7 jours ni 14 jours quand on signe des conditions commerciales. Un bon de commande. Non, juste dans l'achat d'un bien immobilier. Mais vous achetez sur une foire, à la foire de Paris, dans quelque commerce que ce soit, c'est au bon vouloir de l'entreprise. Ce n'est pas de la distribution de faire l'échange de marchandises comme dans la GMS. Il y a un concepteur qui a travaillé plusieurs heures sur un projet et vous ne pouvez pas vous désister. D'accord, donc ça c'est bon à savoir. Voilà, nous c'est pas le cas, on vient à domicile, ce qui nous permet de voir aussi l'environnement, voir l'exposition, voir les volumes, gérer toutes les contraintes en amont, donc ça tranquillise les gens. On va chez les gens, on fait le projet chez eux et avec eux, donc ça évite aussi aux gens de faire garder leurs enfants, c'est plutôt confortable.
Et ça fonctionne exactement par contre comme un magasin. Donc j'ai mon ordinateur et je fais une vision en 3D. On a même maintenant un système de réalité virtuelle avec des lunettes 3D pour que les gens puissent se projeter dans leur future cuisine. Et on vient à domicile avec nos échantillons qui nous permettent de choisir toutes les finitions. Voilà. Alors donc, comment, quand on s'installe comme vous avez fait, d'avoir pris cette franchise, est-ce que ça demande du cash comme bras droit du dirigeant ou pas? Ou est-ce que vous ne payez que des royalties? Ça demande un petit peu de cash au départ, parce qu'il faut amorcer la pompe, hein, bien sûr. Pour ma part, j'étais buraliste, donc un fonds de commerce se vend assez cher, donc j'ai un peu de liquidité. Aujourd'hui, on demande à peu près 40-45 000 euros pour pouvoir prétendre à pouvoir rentrer dans la franchise, soit financé, soit en cash. On a 12 500 euros de droit d'entrée, une formation qui dure 7 à 8 semaines. Et puis après, il faut pouvoir se financer tout ce qui est mode de communication. Donc la franchise nous offre tout ça, enfin nous offre. C'est-à-dire que, oui, voilà, c'est-à-dire que vous payez. Alors combien vous payez pour Cuisine Raison? En termes de royalty? En termes de royalty, 4%. oui. Donc dans ces 4%, tout est compris, j'imagine, tout le marketing, le site internet, voilà, toute la publicité. Voilà, exactement. Il y a maintenant du site internet. Après, bon, on commande les outils dont on a besoin, hein, les cartes de visite, des flyers, la publicité sur le véhicule. Bon, ça, c'est des choses qui sont en plus, mais toutes les recherches et puis toute la création graphique, la communication est gérée par la franchise. Mais qui vous apporte les clients? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou bien est-ce que c'est le site internet qui vous apporte les clients qui sont au plus proches de la... Comment c'est Le site internet nous en apporte un petit peu, mais avant tout, c'est un travail de terrain. On travaille beaucoup avec des architectes, des décorateurs, des courtiers en travaux, qui sont des bons prescripteurs. Il y a un système aussi qui marche très très bien, c'est le BNI, c'est un système de club de chefs d'entreprise, on fait des recommandations de travail. Donc pour moi, c'est vecteur aussi de recommandations. Donc à titre personnel, et d'ailleurs tous mes collègues dans le réseau travaillent beaucoup par recommandation, prescription, parrainage pour sa client. Parce que ça vous change. Alors vous étiez buraliste, donc c'est le client qui venait vous voir, et là maintenant c'est vous qui faites la démarche. C'est un changement complet pour vous? Oui, j'ai toujours travaillé dans le commerce depuis plus de 30 ans, donc c'est pas très gênant. Ça vous a pas gêné? Pas du tout, pas du tout. On va demander à Corinne Giquel, parce que vous avez accompagné également Xavier Darré. Donc... Alors, ce que je trouve formidable dans son discours, c'est vrai que, encore une fois, là, on s'appuie sur un savoir-faire, une méthode. Dans le cas de Cuisine Raison, je connais bien l'entreprise. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, c'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Claude Raison, qui avait un magasin à l'époque et qui a enlevé tout le superflu pour se concentrer, et vous me contredisez si j'ai bêtise, pour se concentrer sur son savoir-faire et vendre quelque chose de plus léger et qui est au cœur de ce que cherchent les particuliers. Et moi, c'est ça que je trouve formidable dans la franchise. C'est que la franchise, c'est vraiment une aventure humaine et qu'il y a quand même plus de 1950 réseaux, donc 54% dans les services, et qu'on peut choisir. Alors, on choisit en fonction de ses envies. Vous avez dit quelque chose, mais ça vous change, puisque vous étiez dans un commerce. Il est très important de savoir qui on est. Est-ce qu'on est un entrepreneur qui veut rester dans une boutique, ou est-ce qu'on est un entrepreneur qui veut aller chercher le client, et quel type de client? Donc moi, c'est toute la démarche que je travaille, mais c'est vrai qu'il y a du choix. Et pour rebondir sur cette notion de reconversion, on a quand même 76% des franchisés qui sont des anciens salariés et qu'il faut vraiment les chercher en fonction de soi. Alors il y a le business qui compte, mais il ne faut pas oublier que c'est, et ça on ne dit pas assez, on est chef d'entreprise, on est indépendant, c'est notre clientèle, et on doit choisir un réseau en phase avec les valeurs. Avec ses goûts et ses valeurs. C'est super important. Voilà. Alors justement, vous, Corinne Giquel, vous avez créé Reconversion en franchise, vous ne faites que ça. Donc vous aidez des hommes et des femmes. Et en ce moment, vous essayez de vous chercher des femmes, justement. Vous appuyez sur les femmes. Pourquoi? Alors, en fin de compte, moi je fais du coaching de franchisés à côté. Donc ça veut dire que je considère aujourd'hui, avec le recul et mon expérience, qu'un bon réseau, c'est un réseau qui est composé d'hommes et de femmes qui croient en ce réseau pour la pérennité de l'enseigne. En fin de compte, pourquoi les femmes? Parce que c'est un tremplin. Les femmes aujourd'hui, elles veulent de plus en plus créer. Elles veulent aller vers des métiers qui ont du sens, plutôt du service, qui est plutôt ma spécialité. Et puis surtout, elles ont peur, quelque part, de ne pas y réussir. Or, la franchise permet, dès le départ, d'apprendre un métier, quel que soit son âge, d'être accompagné tout au long de son activité. Et puis surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un gain de temps. On est vite dans les rails. Et puis vous avez aussi beaucoup de femmes qui veulent aller, ou de personnes qui veulent aller dans les services à la personne, ce
qu'il faut savoir, c'est que dans certaines activités, il faut des agréments, c'est compliqué. Aller sur une franchise, on gagne du temps, même au niveau bancaire. C'est comme ça. Les banques, elles aident plus les franchises parce qu'elles sont rassurées par le modèle économique. Alors, vous parliez très justement d'agrément dans certains domaines. Et en fait, si on prend une franchise, finalement, on considère que cette franchise, elle a déjà les agréments, la personne n'a pas besoin de les passer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des adaptations à faire, mais je dirais que le 80% du dossier à constituer est créé et épaulé par l'enseigne, puisque le modèle est rodé. Évidemment, il y a des spécificités par rapport à des territoires, mais c'est ça la force d'une franchise, c'est de mettre toute l'artillerie, je dirais, en route pour aider une personne à se lancer dans son activité. Merci beaucoup Corinne Jekyll. Xavier Daré, donc vous êtes bien sûr dans ce cas, puisque vous avez pris la franchise Cuisine à Raison. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Le fait de ne pas être seul et d'appliquer une méthode qui fonctionne. Personnel, je ne suis pas franchement un créatif, hormis pour les cuisines, mais les idées, je ne sais pas forcément quand on démarre une activité. Donc, j'ai acheté une méthode qui fonctionne et je l'ai appliquée. En fait, parce qu'au départ, vous, comme je disais, vous étiez buraliste, hein, rien à voir avec le fait de devenir cuisiniste. Parce que on imagine que pour être cuisiniste, il faut aussi savoir dessiner, donc chose que vous ne saviez pas faire, j'imagine, au départ. Enfin, peut-être que vous aviez des dons, je ne sais pas. Pas du tout. J'ai pris une formation par Cuisine Raison qui a duré 7 à 8 semaines au départ. Je me souviens plus bien, 7 ou 8 semaines, effectivement. Et ensuite Et puis ensuite, on tape dans la lutte, donc on va chercher des clients. Donc on cherche à se faire recommander, donc localement, et on achète des contacts sur des sites internet, et puis on commence à faire des projets assez simples, et puis après on développe des projets plus compliqués. Je voulais juste faire une aparté sur la place des femmes dans la franchise Cuisine Raison, si vous permettez. Quand j'ai démarré, on était 22, il y avait une seule femme. Pourquoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ça représente, les femmes représentent 18% de nos membres, de nos franchisés, et il y en a 4 parmi les 10 premières, parmi les 10 premiers franchisés, donc c'est une activité qui leur va bien aussi. Alors, dans votre domaine de la cuisine, dans cette franchise, d'ailleurs cette question est valable pour tous les deux, également pour Marc-Antoine Gélibert, vous pouvez rayonner partout en France ou vous avez une zone géographique délimitée? Contractuellement parlant, on a une zone géographique délimitée pour faire la prospection, la communication. Maintenant, si quelqu'un nous appelle, on a le droit de vendre partout. C'est-à-dire que si vous avez un ami qui s'installe, je dis n'importe quoi, en Bretagne, vous pouvez aller en Bretagne lui faire sa cuisine pour vous. Aucun problème. Et pour vous, Marc-Antoine Gélibert, c'est pareil ou bien est-ce que vous êtes limité? Alors bien évidemment, les franchises essayent d'avoir un maillage national. Par conséquent, nous avons des secteurs. En ce qui me concerne, ce sont les Hauts-de-Seine. Bien, et comme pour mon camarade à côté, les clients finalement n'ont pas de frontières, surtout en banlieue parisienne, en Ile-de-France, puisqu'on peut avoir effectivement un entrepôt dans le 95, qui est le cas pour un de mes clients qui est dans la logistique, et puis ses bureaux à Gennevilliers, voire même à Paris. Et parce que justement, et c'est ça qui est intéressant, il y a un marché qui est énorme d'accompagnement des PME, on ne se retrouve jamais en compétition avec un autre bras droit des dirigeants. Donc pour vous, ça ne vous est jamais arrivé encore? De vous retrouver en compétition, comme vous dites, avec un autre franchisé, bras droit des dirigeants? Jamais, et puis on se parle, on communique. Et puis peut-être que aussi chacun a sa spécialité. Il y en a plus qui sont ressources humaines, d'autres en gestion générale, et vous en commercial, peut-être qu'aussi vous vous complétez. Ah oui, complètement. Alors ça, dans les métiers qui sont différents et complémentaires, c'est une synergie qui est intéressante. Et même entre directeurs commerciaux, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'avantage de devenir franchisé, Xavier Daré et Marc-Antoine Gélibert? Il y en a pas mal, mais je crois que l'essentiel a été dit, c'est de ne pas être seul, d'être accompagné, de bénéficier très rapidement de l'expérience des autres pour démarrer son activité le plus vite possible et le mieux possible. Je voudrais demander effectivement à notre spécialiste de la franchise quels sont les taux de réussite de la franchise. Je ne les connais pas, mais je suis persuadé qu'une entreprise franchisée a un meilleur taux de vie qu'une entreprise classique. On va lui poser la question dans quelques minutes. D'abord, moi j'ai une question. Est-ce que en combien de temps avez-vous réussi à créer votre propre salaire finalement? Personnellement, rapidement. C'est-à-dire parce que j'étais un ancien commerçant, donc j'ai pas le droit à des indemnités de chômage. Donc j'ai une famille à faire nourrir. Il ne faut pas se louper. Il fallait que je tape dans la butte très très vite. Donc j'avais très faim, donc j'ai beaucoup travaillé très très vite. Au bout de 6 mois, j'arrivais à payer. Au bout de 6 mois, on peut dégager un premier salaire. Après, c'est uniquement lié aux performances commerciales. Il y a des franchisés qui vendent 30 cuisines par an et d'autres qui en vendent beaucoup plus.
D'accord. Oui, bien sûr. Donc ensuite, c'est une question personnelle et puis de zone peut-être de travail aussi. De travail pur et simple et d'appliquer les bonnes méthodes que nous a inculquées la franchise pour pouvoir réussir rapidement. Alors, Corinne Jiquel, est-ce qu'au niveau de la franchise, il y a des tendances dans les domaines particuliers? Quels sont les domaines qui plaisent le plus à ceux qui veulent se reconvertir ou carrément prendre une franchise? Alors, les grandes tendances, c'est, on va parler de tout ce qui est numérique. Après, il y a tout ce qui tourne autour, c'est vrai, des services aux entreprises, avec cette particularité, là on vient d'avoir un exemple. Les services aux entreprises ne sont pas très très connus pour les cadres en reconversion professionnelle et ils méritent d'être connus. Il y en a plein dans le travail temporaire, dans la logistique. Après, les autres tendances, c'est le bio, tout ce qui est santé, forme, avec ce grand mot qu'on appelle le coaching, qu'on va mettre à toutes les sauces, en sport, en entreprise, en développement personnel, en santé, en minceur. En fin de compte, il y a pléthore de réseaux. Il faut faire surtout attention, c'est les tendances. Il y a des métiers qui surgissent et puis tout d'un coup qui vont s'arrêter. Donc il faut vraiment aller faire son étude de marché, rencontrer plusieurs franchiseurs, des franchisés. Mais c'est vrai que dans les grandes métropoles, les services grandissent. Là, j'ai organisé une journée rencontre là, le 13 à Amiens, à la Chambre de commerce, et il y a une croissance des métiers de service par rapport au commerce proprement dit et par rapport à l'industrie. Et je pense que c'est une tendance générale. Et vous disiez aussi que on ne sait pas, on ne connaît pas tellement l'aide aux PME, et pourtant il y a à faire en matière de franchisés. Alors oui, là c'est assez incroyable. Et il y a une demande des entreprises de l'autre côté. Oui, voilà. C'est-à-dire que ce qui se passe, je pense, c'est qu'une personne qui est cadre ou cadre dirigeant et qui veut se lancer dans une activité, spontanément va penser consultant indépendant. Il peut pas. Le souci de la franchise, et c'est pour ça que j'existe entre guillemets, c'est qu'il y a des métiers, on ne les connaît pas. Parce que si on va sur un portail où vous voyez des noms d'entreprises, ça n'évoque rien. L'important, c'est de faire connaître les métiers. Et c'est vrai que je rejoins les propos par droit du dirigeant. Bon nombre de cadres sont venus les rencontrer à un salon qui est le salon de la franchise, étaient étonnés que ce métier existe. Et ça les rassure, en fin de compte, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose qui existe et surtout confronter et enrichir sa propre expérience avec des méthodes. Et là, ça fait un gisement assez incroyable, je pense. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que vous avez créé Reconversion en franchise. Voilà, D'ailleurs, Marc-Antoine Gilibert, vous ne nous avez pas dit en combien de temps vous avez réussi à vous dégager un salaire, finalement? Parce que vous aviez déjà une clientèle, vous. C'est un peu différent. Vous savez, on est en France, hein, donc le meilleur partenaire, ça reste Pôle emploi, pour ceux qui ont la chance d'avoir des anciens salariés. Donc il faut savoir, et ne pas se le cacher, que la plupart des franchisés qui sont salariés et qui passent le pas, ou même d'ailleurs des indépendants, vivent pendant une certaine partie avec leur chômage et peuvent thésauriser leur chiffre d'affaires pour se créer une trésorerie qui leur permettra à terme de se salarier. Donc je botte pas en touche, hein, mais par contre, pour être très clair, dès l'instant où j'ai commencé à travailler avec bras des dirigeants, dès le deuxième mois, je pouvais me verser un salaire sans puiser sur ma trésorerie. C'est-à-dire que vous dites que d'avoir pris cette franchise, dès le deuxième mois, ça vous a apporté ça a peut-être des clients et ça a rassuré peut-être vos clients aussi. J'ai signé mon premier nouveau client, je crois, le premier mois. Ça va très vite. Ça va très vite. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de la franchise. Là, on reste toujours dans notre thème sens et confiance. Mais tout de suite, je vous propose une seconde pause musicale avec Pink, Just Give Me a Reason. C'est chaud ici, non? Vous pouvez enlever vos vestes. Je suis obligée de fermer les fenêtres à cause du bruit. Je me posais la question tout à l'heure, quand vous pouviez faire une émission. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu, si vous voulez, le temps de la musique. La fenêtre. Corinne, vous voulez pas ouvrir un petit peu les fenêtres pendant la pause musicale? Merci, parce que là, on va mourir de chaud. Oh, c'est bien. Patrick, vous voulez reprendre la parole derrière? Si je fais une transition avant Gaël ou... Après, c'est Maxime. Là, on va parler Maxime. D'accord, si vous voulez. Je fais juste une transition sur la franchise et... D'accord. Ce qu'on oublie de dire sur la franchise, c'est que c'est là, je le vois, c'est que les gens, c'est un réseau, ils font partie d'une équipe, et même s'ils sont partis, oui, c'est ça qui est rigolo. Ça même booste. Sont partis on est indépendant. Vous qui connaissez Babichou, qui fait de la garde d'enfants, il y a une dame
un truc incroyable. Elle était musicienne et viteuse de prison, vous voyez. Et aujourd'hui, elle est emmenée à son 6e point de vente. Donc on peut être multi-franchisé ou master franchisé, on en parlait tout à l'heure, mais parce qu'il y a une... Ah oui, vous ne nous avez pas expliqué ce que c'était que master franchisé. Ah, mais pas posé la question. Master franchisé, alors master franchisé, en fait, c'est une personne, en général, qui est souvent je vous France, la poserai. à l'étranger, par exemple, et qui a envie d'implanter, à droit des dirigeants, un concept dans le pays. Ah, et donc ça va être un mini franchiseur, c'est plus un franchisé. Après, c'est une histoire de contrat. Ah oui, Après, d'accord. je veux pas rentrer- oui. Sur le droit de dirigeant, ça existe. Hein. Oui, ça existe partout. On est en Espagne, on vient d'ouvrir la Colombie. Et sur la France, les régions sont master franchise. C'est-à-dire qu'en gros, pour pouvoir répondre à la localité, Mais ça, on n'est pas un département. Oui, mais ça, c'est l'organisation propre. Voilà. Les franchises n'ont pas la même organisation. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien Non, sûr. Mais pour dire que ça existe, effectivement, je confirme, chez nous en tout cas. Je vous ferai préciser après la Je ne sais pas pause. si vous l'annoncerez mardi prochain. Je fais une opération à Paris, le 25 juin, sur la création en franchise, justement avec bras droit des dirigeants et 5 franchiseurs. Et puis, pour tous, Où ça? à la mairie du 9e. Et pour tous ceux qui veulent le savoir, c'est que vous avez parlé de financement tout à l'heure, et il y a des aides à la création d'entreprises qui s'appellent en Ile-de-France, et qui sont dispensées par la région, et on l'évoquera à l'occasion de cette journée, qui s'appelle Entrepreneur Leader, et c'est vraiment un véritable accompagnement, donc gratuit, sur le financement, monter son business plan et compagnie, franchise ou pas. Hein. On va reprendre si vous voulez bien. Moi, j'ai bénéficié d'aide de la BPI. Le 25. C'est bon, vous êtes prêts? Le 25 à Paris. 25 après-midi. Au bar de l'économie, aujourd'hui, je suis en compagnie de Corinne Jiquel pour Reconversion en franchise, de Xavier Daré pour Cuisine Raison, de Marc-Antoine Gélibert pour Bras droit des dirigeants, de Maxime Landini pour Garden Events, de Gaël Mettet pour Zéphyr et de Patrick Brousse pour Le Sens et la Confiance, qui a d'ailleurs, Patrick nous a lancé le thème du jour qui est le sens et la confiance. Juste une question, Corinne Jiquel, qu'est-ce qu'un master franchisé? Master franchisé, c'est une personne qui décide en France ou à l'étranger souvent d'implanter le concept pour lequel il a été au départ franchisé. Et donc ça va être un mini franchiseur, il va dupliquer ce que fait le franchiseur en local et ce sera à lui de chercher des franchisés. Et donc c'est un contrat très spécifique entre le franchiseur et le master franchisé. Donc en fait, il va développer la marque dans d'autres pays, Exactement. voire d'autres régions. Voilà, et presque tous les réseaux le font à partir d'une certaine croissance. Alors, vous organisez mardi prochain une journée porte ouverte, j'allais dire, à la mairie du 9e. Pourquoi faire? Alors c'est une journée dédiée à la reconversion professionnelle, qui est un après-midi basé sur l'échange, le conseil, l'information sur la franchise et surtout le partage d'expériences avec des franchisés témoins. 5 réseaux seront présents, dont Bras droit des dirigeants, le fitness, le travail temporaire, tout ce qui est expédition avec mailboxes et Lady Fitness. Et je crois qu'il y a un réseau de services à la personne qui s'appelle l'APEF. Une variété de métiers, plutôt dans les services. Les gens s'inscrivent en ligne, c'est gratuit et surtout ils vont faire avancer leur projet. Alors, on va rappeler l'adresse et l'heure. C'est mardi prochain. Alors c'est mardi prochain, donc le 25, de 13h30 à 18h, 9 rue Dros, à Paris, à la mairie du 9e. Merci beaucoup, Corinne Jiquel. Alors, Patrick Brousse, ça vous inspire quoi, sens et donc confiance dans le domaine de la franchise? Oui, en regard de tout ce qui a été dit, d'abord je ferai une analogie avec le monde militaire. Moi, je suis de la génération de ceux qui ont fait un service militaire obligatoire et on nous a appris un soldat isolé est un soldat mort. Et j'aime bien appliquer ça dans le monde de l'entreprise parce que dans l'entreprise, quelqu'un qui s'isole tout seul, il va moins progresser que les autres. Et dans le monde de la franchise, c'est ce qu'a dit Xavier tout à l'heure, je voulais pas être seul. Et donc, dans le monde de la franchise, vous n'êtes pas seul parce que vous vous rassemblez auprès de gens qui ont une méthode, qui ont un savoir-faire et qui vous le transmettent. Et je trouve ça une belle illustration, justement, de comment pouvoir se mettre moins en risque pour créer un business. Et ensuite, ce que disait Corinne est intéressant aussi quand elle parlait de maître franchiseur. Et là, je ferai une deuxième analogie avec le compagnonnage. Parce qu'en fait, ça veut dire que la franchise
évoluent un peu comme les maîtres compagnons d'autrefois, et qui existent toujours, dans lequel, à un moment de maturité, je suis maître franchiseur, c'est-à-dire que je suis capable de faire grandir d'autres plus jeunes, et donc ainsi le système se multiplie, et on a un engagement qui va au-delà de notre propre projet, c'est-à-dire que j'imagine que dans la mentalité du franchisé, c'est pas seulement faire croître mon business, mais faire croître l'ensemble de la franchise, parce qu'il y a une vraie valeur de solidarité dans ces organisations. Et puis faire reconnaître le savoir-faire, c'est important aussi. Merci beaucoup, Patrick Brousse. On va passer la parole à Maxime Landini. Alors, Maxime, vous, c'est très différent. Quand vous étiez en études, c'est-à-dire vous vouliez déjà créer vous avez créé votre propre entreprise. À quel âge avez-vous décidé de travailler dans le domaine des espaces verts ? Alors, j'ai commencé très tôt dans le domaine des espaces verts. J'ai commencé par un bac pro. Donc, quand j'ai terminé mon cursus scolaire, je me suis orienté vers un bac pro en aménagement paysager. Donc, avant cette période-là, j'avais réalisé plusieurs stages chez des producteurs, tout ça, pour définir ce que je voulais faire. Donc, en premier temps, effectivement, c'était les espaces verts et les créations de jardins, privés comme publics. Et j'ai pu travailler pendant 3 ans dans une PME qui est située en Sarthe, qui m'a permis d'apprendre énormément dans la création et les entretiens. Et à la suite de ce cursus, j'ai voulu continuer sur un BTS en aménagement paysager au sein de l'école du Breuil qui est située à Paris. Et j'avais déjà entrepris effectivement en fin de bac pro mon premier projet qui consistait à créer un mur végétalisé autonome. C'est-à-dire c'est un mur végétalisé qu'on pouvait déplacer d'un mur à l'autre avec un système d'irrigation intégré, le tout fonctionnant uniquement sur une prise de courant qui fonctionnait effectivement grâce à un programmateur pour déclencher tous les arrosages. Alors c'est ce que vous avez mis en place, vous avez eu l'idée et vous l'avez créé tout de suite, et c'est ce que vous continuez à faire avec votre société qui s'appelle maintenant Garden Events, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Donc Garden Events a vu le jour lorsque j'étais en BTS, donc en première année de BTS, ce qui m'a permis, lorsque j'étais sur Paris, de faire la partie commerciale, donc trouver des clients, prospecter, travailler sur les devis et effectuer tous les rendez-vous clients. Et vu que j'avais continué en apprentissage dans l'entreprise qui m'avait accueilli en bac pro, j'effectuais, lorsque j'étais en Sarthe, la partie commande client. Donc je fabriquais le soir, quand je rentrais du travail, les commandes de mes clients jusqu'à 23h minuit s'il le fallait, et puis comme ça tous les soirs et les week-ends. Donc votre idée, c'est de faire des murs végétalisés complètement autonomes, hein, c'est bien ça. Donc vous apportez tout, c'est-à-dire le bac avec la terre, les plantes, et puis je suppose une espèce de grillage ou du bois pour que les plantes puissent grimper dessus, c'est ça ? Alors tout à fait. Dans l'idée, c'est que nous fabriquons donc tous nos supports de culture toujours actuellement dans les pays de la Loire, en Mayenne désormais, à Sauges. Et donc notre concept, c'est de développer sur des formats verticaux, donc des plantes. Le tout fonctionne en fait sans terre. C'est de la fibre textile qui est disposée sur un support et qui permet d'accueillir le système racinaire des végétaux. Donc c'est-à-dire qu'on n'a aucune terre, les végétaux sont en racines nues, et ce qui permet à la plante de se développer, c'est le support qu'elle a, donc en textile, et le mélange d'engrais qu'on inclut donc dans son réservoir d'eau, qui lui donne toutes les propriétés nécessaires pour son développement. Est-ce que c'est des plantes particulières, ou bien est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les plantes ? Ne pas mettre de terre et faire vivre qu'avec de l'engrais ? Alors tout à fait, oui, tout type de plante peut se développer sur ce type de format-là. Et en intérieur, nous utilisons principalement donc, des plantes tropicales, puisque ce sont les végétaux les plus adaptés pour se développer dans un espace où la température avoisine entre 15 et 21 degrés. Et en extérieur, par contre, on est plutôt sur des espèces qui sont locales. Donc voilà, donc sur des variétés locales. On effectue la sélection des végétaux en extérieur, c'est dans un travail un petit peu plus approfondi, puisqu'on a besoin d'étudier les cycles, les expositions au vent, à la lumière, toutes ces données-là. Alors, ça fait 5 ans que vous avez créé votre entreprise. Vous êtes fait accompagner par Patrice Selos. Pourquoi ? Parce que lorsque j'étais en études, joindre études, apprentissage et entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Donc j'ai été soutenu effectivement par ma famille, mais également par quelques enseignants. Et puis une enseignante m'a mis en relation avec Hélène Tozin qui était en Tocnam, qui m'a en premier temps écouté et vu un petit peu les projets que je réalisais. Et à la suite de ça, effectivement, Patrice Selos m'a été présenté.
ce qui m'a permis effectivement d'avoir un soutien tout au long de mes études, puisque le temps était assez... Mais alors, c'est un soutien quoi? De gestion, d'organisation? Qu'est-ce qu'il vous fallait? Patrice Sellos. Oui, alors une petite précision. Donc, on parlait de Hélène tout à l'heure. Hélène Tauzin, c'est donc l'une de vos invitées qui est venue le mois dernier. Et donc, Hélène, avec Hélène, nous animons tous les deux donc le club des entrepreneurs du CNAM, et qui permet donc de faire valoir et de promouvoir ces différentes startups qui ont à la base du sens. Et donc l'émission, vous l'avez bien choisie au niveau de la thématique, c'est le sens au travail. Mais la particularité tout de même de Maxime, c'est que son produit présente donc un sens, je dirais presque thérapeutique. C'est qu'il a créé quelque chose, bien sûr pour gagner sa vie, bien sûr avec l'ambition de réussir, parce que c'est quand même intéressant de réussir quelque chose, mais il a créé ça pour soigner une douleur que les uns et les autres pouvaient avoir. La douleur au niveau du travail, c'est quoi? C'est le stress. La douleur au niveau, par exemple, du domicile, bien, on ne se sent pas bien, et puis voilà, c'est toute la journée qui est gâchée. Au travail, avoir du stress, c'est une perte de valeur. On perd de l'argent quand on est stressé. On perd de l'argent quand on n'est pas vraiment bien dans sa peau. Et Maxime a développé donc ce concept qui permet justement de redonner tout ça, donc du sens, du corps, et on améliore en finale la productivité. Et donc l'accompagnement que nous faisons, c'est justement de promouvoir ce type de personnes, ce type de projet. Et la deuxième chose, c'est important à savoir qu'il n'est pas nécessaire, et Maxime l'a prouvé, d'avoir un diplôme d'enseignement supérieur, d'avoir un diplôme d'ingénieur, d'être diplômé de l'IX, de Supélec et ainsi de suite, pour créer quelque chose. Tout le monde a la possibilité d'accès. Et c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, au niveau de la région Île-de-France, il y a des aides qui vous sont proposées pour pouvoir créer cette entreprise, pour pouvoir créer, je dirais, ce domaine qui a du sens pour vous, mais surtout qui a du sens également pour les clients que vous voulez viser. Si vous leur dites « je vous propose un produit parce que moi je vais gagner beaucoup d'argent », vous n'intéresserez personne. Mais si vous leur dites « je veux vous soigner, j'ai une solution pour cela », là effectivement vous aurez un auditoire encore plus important. Et puis peut-être que la licorne est au bout du chemin. Ça, on verra. D'ailleurs, Maxime Landini, quand vous avez démarré, donc vous êtes très jeune, hein, bien sûr, vous êtes toujours très jeune, mais vous étiez encore plus jeune, puisque vous avez commencé dès votre bac pro. Quel fut l'accueil dans les entreprises? Qu'est-ce qui vous a été réservé? Est-ce que c'était facile? Alors, dans l'entreprise pour les clients ou... Côté client, oui. Alors, côté client, effectivement, c'est une très bonne question, puisque donc, quand j'ai commencé à prospecter, j'avais à peu près entre 19 et 20 ans. Et effectivement... Est-ce qu'on vous a pris au sérieux, en fait? Alors, au tout début, c'était un petit peu compliqué. Mais au bout de 6 mois, on a réussi à avoir un premier showroom avec un partenariat dans Paris avec un concept store qui était à Sentier, qui nous a permis d'avoir donc une vitrine. Et cette vitrine nous a permis de travailler avec de grands groupes de la cosmétique et qui nous a fait donc notre première référence. Dès qu'on a pu obtenir donc cette référence, entre parenthèses, ça nous a permis de donner une crédibilité à notre projet, à mon projet, et d'être écouté par mes clients et prospects, qui nous a permis effectivement donc, du coup de passer à l'étape supérieure. Alors financièrement, comment vous avez réussi à vous développer au départ? Et alors, puis maintenant? Donc la chance que j'avais au tout départ, c'était que j'étais apprenti, donc j'avais une rémunération mensuelle concernant donc, mon apprentissage, qui me permettait de pouvoir réaliser donc, la société Garden Event. En fait, vous mettiez de l'argent de côté, voilà, c'est ça que vous dites? C'est ce qu'on appelle de la love money, donc? Je n'avais pas nécessairement besoin d'une rémunération, puisque j'en avais déjà une, et qui me permettait, sur un laps de temps de 2 ans, de pouvoir développer une activité et de pouvoir fonctionner. Donc il y avait... Au tout début, on a commencé vraiment avec zéro, c'est-à-dire que le premier client qu'on a obtenu, ça fonctionnait grâce à un acompte du client qui a permis de pouvoir réaliser notre chantier, livrer, et puis après la fin de notre chantier, puis donc, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, on n'avait pas forcément d'argent au tout début, mais le fait que je sois en apprentissage m'a permis de construire ce projet. Alors maintenant, au bout de 5 ans, vous avez des salariés? Alors tout à fait, aujourd'hui on est 5. Donc on a une personne qui est en atelier, qui fabrique et qui prépare les commandes, puisqu'on réalise aussi donc, de la végétation de bureau sur Paris, donc qui prépare donc, toutes les plantes en pot pour les livrer.
On a une personne terrain sur Paris qui réalise tous les entretiens, puisqu'on vend aussi une prestation d'entretien des végétaux pour les bureaux et entretien de copropriété et de syndic sur Paris. Et puis après, donc, on a aussi Coriandre, qui est notre écologue, qui elle, justement nous permet de pouvoir positionner les plantes sur les murs végétaux extérieurs, la bonne plante au bon endroit. Et puis pour ma part, moi, effectivement, je réalise donc, la partie rendez-vous client. Alors vous faites aussi des toits végétalisés? Alors tout à fait, donc il y a la partie toiture végétalisée et aussi donc, la végétation de toiture, mais en solution d'agriculture urbaine. Donc c'est soit vertical, soit en aquaponie, avec un système de poissons et de plantes sur le dessus. Est-ce que ça plaît et dans quelle ville ça plaît ce type Alors, pour avoir rencontré pas mal de villes, actuellement, la démarche la plus soutenue est sur Paris. On s'est rendu il y a quelques mois sur Bordeaux. Ils ne sont pas encore dans cette étape-là, mais effectivement, ils y viennent de plus en plus. Mais la mairie de Paris a tout de même fait un très bel élan à ce niveau-là. Alors, expliquez-nous ce qu'est l'aquaponie. Alors, l'aquaponie. Donc, l'aquaponie, c'est un bassin avec des poissons que nous avons développé sur un châssis sur roulette qui permet de pouvoir le transporter facilement. Et en partie haute, nous avons donc des plantes. Donc, ce sont des plantes qui sont potagères. Nous retrouvons de la laitue, des fraisiers, des plantes de tomates qui permettent, en fait, grâce aux poissons, de nourrir les plantes. Et les plantes dépolluent l'eau des poissons par ce biais-là. Donc ça demande uniquement un petit distributeur à nourriture pour que les poissons puissent survivre. Mais voilà, sinon c'est une symbiose. D'accord. Et ça peut être mis en extérieur tout comme en intérieur? Exactement. Donc l'avantage qu'on a en extérieur, c'est qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir un système d'éclairage supplémentaire. En intérieur, selon la luminosité, nous avons besoin effectivement d'incorporer un système d'éclairage. Nous étions au tout départ à Station F, quand nous avons développé ce concept-là. La Station F qui était très lumineuse, donc qui nous a permis effectivement d'avoir aucun système d'éclairage pour le développement des végétaux. Merci beaucoup. Est-ce que ça, c'est votre travail, j'imagine, avec des syndics d'immeubles plutôt? Est-ce qu'il faut des toits plats ou est-ce que ça peut se mettre en rez-de-chaussée? Ça peut se mettre effectivement aussi en rez-de-chaussée. À Paris, il y a beaucoup de surfaces sur les toits qui sont inutilisées et qui permettent d'accueillir ce genre de... Parce qu'elles sont plates. Tout à fait. Mais effectivement, ça peut aussi être installé sur des terrasses parisiennes. Merci beaucoup. Alors Maxime Landini, pour cette année, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Quels sont les défis que vous rencontrez, qu'il faut résoudre? Alors, donc les défis, c'est de continuer l'innovation, de développer des nouveaux produits, de continuer d'avoir de la croissance et puis de végétaliser de plus en plus d'espace, que ce soit pour les collectivités, les particuliers ou les sociétés, puisqu'il y a vraiment un très grand travail à faire dans ce domaine-là. Peut-être aussi des produits sans entretien, peut-être aussi, là aussi vous faites des recherches? Exactement, aussi donc des produits sans entretien qui permettent de végétaliser des intérieurs. Donc on a aussi des gammes de végétaux stabilisés qui sont des vrais végétaux mais qui sont stabilisés pendant une période de 7 ans qui permettent justement de végétaliser donc, des murs. Alors là, est-ce que ça n'est que de la mousse ou bien est-ce qu'on peut avoir d'autres types de plantes? Alors effectivement, donc on peut avoir de la mousse et d'autres types de plantes, donc des fougères, toutes les plantes qu'on peut retrouver donc, dans une jardinerie, on peut les retrouver en végétaux stabilisés pour les intérieurs. Voilà, merci beaucoup. Donc ça laisse pas mal d'opportunités pour le futur. Allez, on va faire une nouvelle pause musicale et on revient avec vous dans quelques minutes. C'est Cormier que j'ai vu là. Comment? C'est des photos de gens qui passent dans nos studios. D'accord, c'est vrai. C'est des photos de certains invités. Moi, j'en prends pas beaucoup de photos. Vous êtes parti quand de la station F? Pardon? Vous êtes parti quand de la station F? Alors Station F, on est parti au mois de décembre de mémoire. Décembre Janvier. 18 hein. Oui. Moi, En fait, j'y vous étiez à suis Station F? depuis janvier 18. Hein. D'accord, ok. Ça fait 1 an et demi que j'y suis. On a pu se croiser, c'est l'incubateur de société de Davigny. Vous voulez reprendre la parole là-dessus, Patrick? C'est vous. D'accord, après la Mais pause. effectivement, donc on était présents à Station F, nous c'était de l'ouverture jusqu'effectivement après au mois de janvier. On avait mis en place ce projet là-bas pour Station F en premier. Donc on avait fait une version V1 de notre process là-bas. Et puis maintenant on a pu développer donc, la version V2 en faisant tous les changements nécessaires sur le produit. Effectivement, enfin, c'est un très bel espace. Mais vous avez mis en pratique vos produits sur place ou pas? Vous avez... Alors, dans la station F, vous avez vos plantes Oui, tout à fait, exactement. Elles sont où? Alors en fait, nous c'était au niveau de l'entrée principale. Station F est divisée en 2 bâtiments, donc il y a la partie un peu plus publique, la partie start-up. Donc c'était dans la partie start-up au niveau de l'entrée. On y retourne? Les badges, Combien de temps là? Oui, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Justement, devant les portes. Exactement, tout à fait.
Attends, là, on attend la descente. Là. Ouais, d'accord. Et vous êtes toujours à Station F? Oui. D'accord. Est-ce que ça vous aide beaucoup, Station F? Ce qui m'aide plus, enfin, ça m'aide pour avoir des contacts, ça c'est sûr. J'ai énormément de bons contacts. Dès que j'ai une problématique, j'écris sur Internet et j'ai des réponses. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, on parle de sens et de confiance avec nos invités du jour qui sont Corinne Jiquel pour Reconversion en franchise, Xavier Daré pour Cuisine à Raison, Marc-Antoine Gélibert pour Bras droit des dirigeants, Maxime Landini que vous venez d'entendre sur la société Garden Events qu'il a créée il y a 5 ans, Gaël Mettet à qui on va passer la parole dans quelques secondes pour la création de Zephyr et Patrick Brousse qui est consultant senior chez Ernst & Young et Bignon de Kayser. Donc Patrick, avec vous on parle sens et confiance. Ça vous inspire la société de Maxime Landini? Oui, la société de Maxime, ce qui m'inspire, c'est l'illustration d'un jeune entrepreneur. On dit toujours qu'un jeune entrepreneur, il doit avoir 3 éléments, la tête, le cœur et l'estomac. Et très souvent, on dit, oui, mais un diplôme, il faut un diplôme, etc. Et Patrick Sellos l'exprimait bien, non, on n'a pas besoin de diplôme. Et Maxime, en fait, il a démarré par l'estomac. C'est quelqu'un qui avait la volonté d'entreprendre, de prendre un risque, et ensuite un cœur, parce qu'il avait envie de faire ça pour les autres, c'est-à-dire pour soigner, pour créer des environnements de travail plus agréables. Et bien entendu, il a une tête bien faite, et avec son BTS, eh bien, il a transformé tout ça en une entreprise qui marche, qui est manifestement, si on comprend bien, plein de développement. Toute cette question je dirais, des potagers sur les toits est très, je dirais, en avant actuellement, parce que bien entendu, tout le monde sait qu'on doit sauver un peu la planète, et je pense que tout ce que fait Maxime va vraiment dans ce sens, et créer un environnement vert autour des entreprises doit certainement aussi agir sur la motivation et l'agrément des collaborateurs. Quand on arrive dans une entreprise où il y a de la verdure et qu'on sait qu'elle est là pour nous faire bien, c'est quand même mieux que des tours bétonnés comme dans les années 80 ou 70. Oui, d'ailleurs, il faudrait espérer que les projets immobiliers du futur intègrent tous de la verdure, parce que quelquefois, quand même, ça manque. Merci Patrick. Alors, justement, on va rester dans le domaine de sauver la planète. Avec vous, Gaël Mettet, vous avez fondé Zephyr en 2017. Vous êtes donc un bébé, un start-up, une vraie start-up. Vous êtes incubé à Station F. Alors, expliquez-nous ce projet. Avec vous, on parle aussi sens et confiance, puisque vous étiez dans une grande entreprise, dans la banque, oui, tout à fait. et vous avez quitté pour vous lancer comme ça. J'ai travaillé 18 ans dans la banque, en salle de marché. J'étais commerciale sur des produits essentiellement de dette. Et j'ai voulu changer d'activité pour donner plus de sens à ma vie. J'ai repris mes études d'abord. Je suis allée faire un executive MBA à l'INSEAD. Autant la finance et la vente, je maîtrisais bien, mais il y avait plein d'autres aspects qui me paraissaient nécessaires et peaufiner un petit peu mes connaissances. C'est un sacré investissement, l'INSEAD, en plus. Oui, c'est un investissement. On a la chance en France de bénéficier de quelques avantages fiscaux quand on fait ses études. Donc j'en ai un petit peu profité aussi. Donc j'ai repris mes études et ensuite je voulais créer mon entreprise. Je considérais que c'était un vrai challenge et je voulais aussi créer ça dans une activité d'abord qui ait du sens pour moi et ensuite qui soit un marché porteur, parce que de façon assez rationnelle, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de startups qui n'arrivaient pas forcément à durer dans le temps. Donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est plusieurs amis qui roulaient en moto électrique qui m'ont dit j'ai du mal à charger. Autolib, quand je vais sur une station, j'ai même réservé ma borne à l'avance et en fait j'arrive et la borne est prise. Et c'est un vrai stress pour moi parce que je vois ma batterie qui baisse et je me retrouve parfois à devoir pousser ma moto parce que j'ai épuisé la batterie. Donc je me suis dit il doit y avoir quelque chose à faire. C'est une société, donc j'ai créé une société de services autour de l'installation de recharge. J'ai voulu simplifier la recharge pour ceux qui roulent en électrique ou en hybride rechargeable. Et j'ai voulu leur installer des bornes avant tout là où ils garent leur voiture. Donc c'est un modèle tout à fait différent d'installer des bornes en voirie ou sur les autoroutes. Moi je suis sur de la charge lente à accélérer, donc moins de 22 kW.
et installer des bornes donc à la maison ou au bureau, là où on gare notre voiture la plupart du temps, et ça correspond en fait à 90% des charges, à la maison ou au bureau. Donc ça correspond à 90% des besoins, vous voulez dire, Oui, finalement. Exactement. Et donc on a une offre clé en main, on s'occupe de tout pour l'installation des bornes. Donc cela englobe déjà un bilan de puissance pour savoir ce qui est faisable avant d'installer la borne, quel choix de borne, quelle puissance de borne, gérer l'installation avec nos électriciens qui ont tous la qualification IRVE qui est obligatoire, avoir un certain nombre de process qui sont respectés lors de cette installation pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous nous occupons intégralement de la subvention à devenir. Pour un particulier en copropriété, il s'agit quand même de 960 €. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'on peut se faire financer sa borne, enfin on peut avoir des aides, Oui. et ça il faut le savoir en fait. Exactement. Et nous, comme on connaît les aides, on s'en occupe intégralement, c'est-à-dire qu'on déduit la subvention du devis, on la récupérera 45 jours après l'installation. On est labellisé à devenir, ce qui nous permet d'obtenir ces aides et de les déduire du devis. On obtient aussi pour les particuliers une TVA réduite et un crédit d'impôt. On fait le calcul du crédit d'impôt pour l'utilisateur de la borne. Et évidemment, au mois de mai de l'année suivante, on lui rappellera combien il doit déduire, combien il doit déclarer de crédit d'impôt dans sa déclaration d'impôt. Alors, vous avez démarré votre entreprise en 2017. On est donc 3 ans plus tard, on va dire, enfin un peu plus. Au départ, il a fallu que vous fassiez des recherches de qui, puisque vous êtes une société de service, qui fabriquait des bornes et avec qui vous pouviez travailler. Comment ça s'est passé, cette étude de marché? J'ai fait une étude sur les grands fabricants de bornes. Alors évidemment, je voulais avant tout travailler avec des fabricants européens. Mon but, c'était de faire de la qualité. Donc j'ai été regarder les grands fabricants européens et j'ai comparé les prix et un certain nombre de critères techniques qui sont dans leurs bornes. Et j'ai fait le choix de commencer avec un fabricant de bornes. J'ai aussi mis en place des contrats avec des électriciens sous-traitants. En fait, dans mes équipes, j'ai un responsable technique qui gère nos sous-traitants, qui sont des sous-traitants, parfois des très grands groupes nationaux. Donc en ce moment, nous sommes en train d'installer 100 bornes dans 25 hôtels. Donc ça nous permet en fait d'installer de nombreuses bornes partout en France grâce à toutes ces équipes avec lesquelles on travaille dans des grands groupes français. Donc pour pouvoir mettre ça en place, pour pouvoir justement installer donc par exemple ces 100 bornes, vous avez mis en place une équipe de combien de personnes, de combien d'électriciens Au départ, j'ai travaillé toute seule pendant à peu près 6 mois. J'ai mis en place qu'il fallait à la fois pour bien vendre, donc la charte graphique, les présentations, les flyers, le site web évidemment, les réseaux sociaux, et pour bien exécuter, donc des contrats avec des sous-traitants, et là j'ai demandé l'aide d'un avocat. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à vendre, et là c'est très vite, ça s'est accéléré. D'accord, donc vous avez investi pendant au moins 6 mois avant de pouvoir générer la première vente. Exactement. Qu'est-ce que ça vous a demandé au niveau budget personnel? Qui vous a aidé? Comment vous êtes fait financer? Au début, pour l'instant, ce sont mes fonds. J'ai investi un peu plus de 120 000 € dans la société. J'ai mis de côté des sous pendant toute ma carrière. Donc, sinon, oui, je rappelle que vous avez travaillé, vous disiez, dans la banque pendant 18 ans, donc vous avez mis de l'argent de côté, tout simplement. Voilà. Mais en embauchant des personnes dans mes équipes, en fait, moi, les plus gros coûts que j'ai, c'est surtout les salaires. Bien sûr. Et les charges qui vont avec. Et du coup, plus j'embauche des commerciaux, plus il faut que je pense à d'autres financements. Donc j'ai déjà mis en place des emprunts, deux prêts de la banque, un qui est contre garantie BPI. Et puis j'ai aussi bénéficié d'une subvention de la région qui s'appelle Innovop Faisabilité, 20 000 €. Et vous ne voulez pas faire appel à des actionnaires ou à des business angels comme beaucoup? Si, je vais y venir. Je le ferai, en fait, j'essaye de aussi valoriser l'entreprise avec un certain nombre de partenariats. Donc j'attends le plus tard possible pour que j'ai pas l'impression d'ouvrir le capital pour 3 fois rien. C'est un peu ça ma stratégie. Donc en effet, je pense qu'en 2020, je vais ouvrir le capital, mais d'ici là, on devrait avoir au moins 7 ou 8 partenariats qui permettront de bien valoriser la société et d'avoir de la visibilité sur les chiffres d'affaires futurs. Voilà, c'est-à-dire que vous attendez d'être un peu plus posé et d'avoir de la visibilité de chiffre d'affaires avant de rechercher du capital. Exactement.
Qu'est-ce que ça vous apporte d'être incubé à Station F? Ça m'apporte beaucoup. D'abord, c'est un très bel endroit, très agréable d'y travailler. Ça impressionne beaucoup les gens qui viennent passer des entretiens. Et ça, c'est bien, parce que c'est pas facile d'embaucher quand on est start-up. Recruter des talents, c'est difficile? Oui, c'est difficile. Même pour une start-up? Absolument. Donc ça aide beaucoup d'être à la Station F. Ça donne envie aux gens de venir travailler là. Ensuite, on est au sein du plus gros écosystème de start-up au monde. Il y a quand même 3000 personnes qui travaillent dans des start-up. Et du coup, on partage des informations, on se donne des coups de pouce, des bons conseils. Tout est fait pour qu'on puisse partager ces informations. On utilise différents systèmes pour partager les informations. Il y a Slack, il y a un intranet. Et donc moi, dès que j'ai des questions sur comment je pourrais faire ceci, cela, je les mets sur les réseaux internes de la Station F et tout de suite, il y a des personnes qui me répondent. Donc ça m'aide beaucoup. C'est grâce à ça d'ailleurs que j'utilise le CRM que j'utilise aujourd'hui, qui s'appelle Celle-ci. C'est un peu le Salesforce à la française. C'est grâce à quelqu'un d'autre qui est dans une start-up à Station F. C'est lui qui m'a conseillé, c'est lui qui m'a aidé à mettre ça en place. Alors votre plus grand défi, quel est-il pour les mois à venir ou pour vous développer? Alors avant tout, de développer le chiffre d'affaires en mettant en place d'autres partenariats. Il y en a déjà dans les tuyaux et j'espère qu'on va les annoncer bientôt, mais il en faut d'autres et ça c'est essentiel. Et de suivre cette croissance qui s'accélère très clairement parce que vous le voyez sûrement, il y a de plus en plus d'annonces à la télé, de voitures électriques, de plus en plus de publicité. Ça s'accélère et il faut suivre ce développement avec le recrutement. Alors, est-ce qu'un défi, c'est aussi de développer votre réseau d'électriciens? Oui, pour l'instant, j'ai vraiment tout ce qu'il faut en place de ce côté-là. On peut toujours faire mieux. Je suis toujours ouverte à rencontrer d'autres électriciens qui souhaitent installer des bornes et mettre en place des contrats avec eux. Mais on est déjà bien équipé de ce côté-là. Là, vous pouvez rayonner sur quelle zone géographique? Sur toute la France, voire quelques pays mitoyens. Le groupe hôtelier qui s'appelle Grape Hospitality avec lequel on travaille aujourd'hui, en fait, ils ont des marques Accor, Novotel, Mercure, Pullman, Ibis. Ils m'ont déjà dit qu'ils auraient peut-être quelques hôtels à l'étranger, mais toujours en pays européen, mitoyen à la France. On a ce qu'il faut d'un point de vue électricien pour les installations. Après, j'ai pas prévu tout de suite de mettre en place des salariés, des commerciaux dans ces pays-là. On verra, ça sera plutôt pour... Développons la France d'abord, et après, voilà. Voilà l'importance de faire des liens, comme vous disiez, donc des contrats, notamment avec des groupes hôteliers. Merci beaucoup, Gaëlle Mété. On va passer la parole à Patrice Selos. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Gaëlle a une particularité, c'est qu'elle prend le projet dans le bon sens. Elle a commencé par regarder quel était le problème à corriger. Elle a proposé une solution. En deuxième étape, elle a fait le développement de son chiffre d'affaires. Et en troisième étape, elle envisage peut-être de faire une levée de fonds. Aujourd'hui, la levée de fonds est presque, je dirais, la première étape d'une start-up. Après, on développe effectivement un produit et éventuellement, on regarde quelle est la satisfaction du client. C'est-à-dire que vous voulez dire que les jeunes start-upers viennent vous voir pour avoir des levées de fonds avant même d'avoir développé leur idée? Exactement. C'est essentiellement combien est-ce que je vais pouvoir lever avec une idée que je n'ai pas véritablement encore arrêtée au niveau d'une preuve de concept. Gaëlle, elle a fait effectivement tout dans l'ordre de la satisfaction du client. Et c'est ça qui est important. Le client, effectivement, avec un produit tel que Gaëlle a pu le développer, a toute chance d'être satisfait et de repartir content et guéri. Donc, c'est ce que nous espérons. Merci Patrice Selos. Alors Patrick Brousse, en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire, donc sens et confiance? D'abord, à nouveau une analogie, j'aimerais bien faire entre l'initiative de Xavier Niel de créer Station F, qui est à la fois un bel exemple d'entrepreneur qui, après avoir tout réussi, se préoccupe de faire naître de nouveaux talents et mettent leur argent, leur réseau à disposition de plus jeunes. Et comme l'a très bien évoqué Gaëlle,
on se sent dans Station F un peu comme dans une franchise, c'est-à-dire qu'on est aidé, on a de la solidarité, on partage de l'expérience, et ça décuple bien entendu à la fois notre sentiment d'avoir confiance dans notre projet et nos capacités entrepreneuriales. Et ce que je voudrais, pour élargir un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est que ce que je trouve très excitant dans notre économie connectée actuelle, c'est que la confiance redevient au cœur du dispositif. Quand vous allez décider maintenant de partager une voiture chez Blablacar, on vous a expliqué quand vous étiez petit qu'il ne fallait jamais monter dans une voiture avec des gens que vous ne connaissez pas. Et pourtant, vous le faites. On vous a dit que vous n'allez pas accueillir des gens chez vous que vous ne connaissez pas. Pourtant, vous allez sur Airbnb et vous accueillez des gens chez vous. On vous dit qu'une voiture, c'est quand même un investissement, il ne faut pas la prêter à n'importe qui. Et vous allez sur Drivey et vous la louez à quelqu'un. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces économies connectées remettent la confiance au cœur de la cité, si je puis dire, au cœur de l'économie. Et donc, il n'y a pas de contrat. C'est juste une disposition. On retourne sur un peu, je dirais, une disposition humaine dans laquelle on se dit, bien, je prends le risque de faire confiance. Et avec, bien entendu, les plateformes qui existent autour de tout ça, on fait des témoignages. Et en témoignant au fur et à mesure, eh ben, on crée une plateforme où il y a un énorme degré de confiance. Et ça décuple, bien entendu, à la fois une activité économique et une solidarité entre les personnes, à la fois dans la ville, dans la cité ou dans les pays. Merci beaucoup, Patrick Brousse. Alors justement, Gaël Mété, si on veut vous contacter pour faire poser des bornes électriques, comment on vous contacte ? Le plus simple, c'est d'aller sur notre site, donc zephyr.fr. Zephyr, ça s'écrit ZEPHYRE.fr. Et là, il y a une section contact avec quelques informations à mettre dans cette section-là pour qu'on puisse avoir tous les éléments pour vous recontacter. Merci beaucoup. Maxime Landini, pareil, si on veut faire installer un mur végétal ou un toit arboré, comment fait-on pour vous contacter ? Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, donc c'est gardenevents.fr. Et effectivement, vous retrouverez donc notre adresse email qui est atelier@gardenevents.fr et notre numéro de téléphone portable. Voilà, donc sur le site Garden Event, IEVENTS. Voilà, il ne faut pas oublier le s.fr. Et puis, pareil, Xavier Daré, si on a besoin de refaire sa cuisine, comment fait-on pour vous contacter ? Idem, nous avons un site internet cuisine-lazone.com où il y a une carte de France avec tous les intervenants localement, avec leurs coordonnées personnelles, soit par mail, soit par téléphone. Pareil, donc, merci Marc-Antoine Gélibert. Si on veut avoir des conseils en développement commercial, comment vous contacte-t-on ? Eh bien, rendez-vous sur le site bras-droit-des-dirigeants.com et cherchez une agence près de chez vous. Et si vous êtes dans les Hauts-de-Seine, n'hésitez pas. Je suis l'agence de Courbevoie. Alors, à nos deux accompagnateurs, donc Patrice Selos, on fait comment pour vous accompagner, si on veut se faire accompagner ? Patrice.selos, donc @pminitiative avec un S. .eu. Corinne Giquel, donc si on veut partir en franchise, c'est vous qu'il faut contacter. On fait comment ? Donc www.reconversionenfranchise.com et puis le 25, si les gens veulent s'inscrire, c'est gratuit. Donc. Eh bien, merci beaucoup à tous pour tous ces conseils et ces exemples d'entreprises et puis de reconversion. C'est très important. Voilà, c'était notre thème aujourd'hui, sens et confiance avec Patrick Brousse à mes côtés. Bonne journée à tous. Moi, je vous retrouve mercredi. Demain, vous avez rendez-vous avec Jacqueline Voraz pour un nouveau bar de l'économie. Bonne journée. Merci beaucoup.